Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Je vais vous parler de mes dernières lectures du mois d'octobre et de mes deux premières lectures du mois de novembre. C'est parti, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, j'ai du thriller, j'ai de la fantasy, j'ai du contemporain et j'ai des déceptions. Voilà, c'est parti, on va commencer comme vous le savez toujours par les livres qui m'ont le moins plu, avec lesquels j'ai le moins accroché. Donc, j'ai lu fin octobre La Maison aux Lumières de Donato Carisi, c'est aux éditions Calman Levy dans leur collection noire, puisqu'il s'agit d'un... pas vraiment un thriller, on va dire un polar. A savoir que c'est le troisième tome d'une saga qui met en scène Pietro Gerber, donc Pietro Gerber qui est un illustre psychologue, je crois, ou psychiatre pour enfants. Je n'ai pas lu les deux premiers tomes. Voilà, je ne connaissais pas le personnage. J'ai lu ce troisième tome. Ça m'a largement suffi pour comprendre tout ce qui s'était passé dans les tomes antérieurs. Donc ici, nous sommes avec notre psychologue qui va vraiment pas bien. Donc ça se passe en Italie, ça se passe en Toscane. Et à Florence particulièrement. Et en fait, un jour, donc il a son cabinet. Et un jour, il reçoit une jeune femme qui se présente comme étant une jeune fille au père. Elle est très inquiète parce qu'elle s'occupe d'une petite fille qui a une dizaine d'années dans une maison dans la campagne, dans la Toscane. Et cette petite fille est agoraphobe, elle ne peut pas sortir de la maison et surtout elle s'est inventée un ami imaginaire. Et ça commence à devenir inquiétant, surtout à cet âge-là. Et puis cet ami imaginaire prend beaucoup de place dans sa vie. Et elle propose donc à Pietro de venir voir cette fille pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et surtout, Pietro Gerber, il a une particularité, c'est qu'il hypnotise les enfants. Donc, à travers ce talent, pourquoi pas essayer de voir ce qui ne va pas dans la psychologie de cet enfant. Voilà, donc ça c'est l'intrigue initiale. Donc on va suivre Pietro, qui tous les jours pratiquement va se rendre au chevet de cette gamine, qui en effet a un ami imaginaire très inquiétant. Et lorsqu'elle est plongée en transe et qu'il réussit à l'hypnotiser, elle commence à raconter à Pietro un épisode que Pietro a vécu lui-même lorsqu'il était enfant. Lorsqu'il avait 10 ans, il jouait avec des camarades dans une maison de vacances et il y a un des enfants qui a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Cette histoire, ce drame, cet accident hante Pietro. Voilà. Donc en fait on va avoir à la fois des flashbacks dans la vie de Pietro sur cette fameuse journée. Qu'est-ce qui a pu arriver à ce petit garçon qui a disparu au cours d'une partie de cache-cache. Et puis cette gamine qui semble un petit peu hantée par cet ami imaginaire. Voilà. Alors, ce que j'ai aimé, je vais commencer quand même par ce que j'ai aimé. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai trouvé que c'était assez sympa. On est plongé en Toscane, on est plongé à Florence. Ça, je trouve que l'ambiance italienne est très bien rendue. Il y a comme une ambiance un petit peu glauque, un peu sombre. On est dans du polar thriller avec cette histoire d'amis imaginaires. Je trouve que ça c'est assez bien fichu. Ça fait pas peur, hein, mais c'est bien fichu. Après, c'est un roman qui souffre de longueur. Et puis, j'ai beaucoup aimé en fait les flashbacks, tout ce qui se déroule dans le passé de Pietro. Je trouve que c'était vraiment bien écrit, bien rendu. Mais en fait, ce qui se passe avec la gamine, les séances d'hypnose, etc., on n'y croit pas. C'est pas crédible, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je pense que là, l'auteur est arrivé au bout de son personnage, est arrivé au bout de ce qu'il pouvait lui faire vivre. Et sincèrement, c'est tiré par les cheveux. Et quand vous avez la résolution de l'enquête que j'avais quand même deviné allègrement, ouais, on se dit ok, tout ça pour ça. Donc c'était pas passionnant. Je l'ai lu, c'est un service presse, j'ai oublié de vous le dire, je l'ai lu. Ça se lit, voilà, ça se lit, c'est sympathique à lire, mais ça fait déjà un mois que j'ai lu et c'est pas un livre que je vais garder. Et c'est pas un livre qui va rester très longtemps en mémoire. Voilà, pour Donato Carisi, de cet auteur, par contre, je vous conseille de lire Le Chuchoteur qui est sorti en poche, au livre de poche, il y a déjà plusieurs années, où ça c'est du bon thriller, où ça on est vraiment surpris, on est pris dans l'intrigue et c'était très très bon. Et celui-ci, je pense que vous pouvez vous en dispenser, à moins que vous aimiez excessivement cet auteur.
Mon autre déception, on reste, alors c'est dans du thriller de science-fiction, ésotérique, hein. Ça mélange un petit peu tout. C'est Luxe de Maxime Chatham, c'est publié aux éditions Albin Michel. Un service presse là également, que je n'ai pas aimé. Je l'ai lu en lecture commune avec Sandrine sur Instagram et on a eu exactement le même avis, le même sentiment vis-à-vis de ce roman. Alors déjà le pitch. Nous sommes avec... alors on est en France, on se projette dans plusieurs années, dérèglement climatique. Vous avez constamment sur votre téléphone une alerte aux tempêtes qui dévastent tout sur leur passage. Et quand commence le bouquin, on est en plein cœur d'une tempête qui est Écho numéro 4, après c'est Écho 5 et Écho 4, tout le monde aux abris, il faut se barricader, etc. Donc on vit constamment dans cette peur de la tempête qui va tout dévaster. Et toutes les régions du monde sont impactées, aucune n'est épargnée. Et on va faire la connaissance de Zoé, qui a une quarantaine d'années, qui est romancière. Elle vit avec sa fille Romy, elle a 20 ans. Zoé est en train de divorcer du papa de Romy, qui avant le divorce est mort d'un cancer, donc elles se retrouvent toutes les deux seules, elles sont très liées, elles sont très proches. Et puis dans le même temps, on va être sur l'Atlantique, sur un énorme bateau, et la stupeur, au-dessus de l'Atlantique, en plein milieu de l'Atlantique, à peu près au niveau de l'équateur, a surgi une énorme sphère, une énorme boule qui ressemble à un petit soleil. Et donc il va y avoir une expédition, alors l'ONU va monter une expédition, on va construire une énorme plateforme pétrolière pour aller voir ce que c'est que cette sphère, cette boule. On ne sait pas si c'est extraterrestre, on ne sait pas si c'est les conséquences du climat, on ne sait pas si c'est construit de la main de l'homme, bref. Et pour mener cette expédition, bien sûr, on va faire appel à des militaires, on va faire appel à des scientifiques, mais on va faire appel à une partie de la population qui ont des compétences. Cette partie de la population va avoir des compétences diverses. Alors, Zoé va faire partie de cette expédition pour l'expédition française, pour les Français. On va faire appel à des gens qui sont des artistes plasticiens, des architectes, etc. pour, comme on ne sait pas ce que c'est, pour donner son point de vue avec son imagination. Voilà, et donc tout ce petit monde va se retrouver sur cette plateforme pétrolière pour étudier cette sphère. Voilà. Déjà, moi dès le départ, alors j'ai trouvé, les premiers chapitres sont bien parce qu'on est un peu dans de la science-fiction avec ces tempêtes qui menacent vraiment la vie des gens, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis en fait, à partir du moment où on découvre cette sphère et qu'on va demander à des personnes lambda de la population française, mais chez les Américains c'est pareil, chez les Chinois, etc. c'est pareil, de venir pour donner son avis, je trouvais que ça partait mal. Parce que, soyons concrets dans la vie de tous les jours, si vous avez quelque chose de ce type qui surgit, on va pas faire appel à des romanciers ou à des musicologues ou à des architectes pour venir donner leur point de vue sur cette sphère. Voilà. Donc déjà, je trouve que le présupposé de départ, en fait, l'excuse pour que Zoé et sa fille viennent sous cette sphère, en plein milieu de l'océan Atlantique, j'ai trouvé ça quand même pas crédible. Et puis ensuite, on tend, alors Maxime Chatham, là, il a voulu faire, on tend vers un roman contemporain, avec une relation mère-fille qui n'est pas du tout crédible non plus. On tend vers un roman, vers du thriller. On tend vers du roman d'espionnage, avec à un moment donné un personnage qui joue le rôle d'espion, mais il aurait pu ne pas être là, c'était pareil. On tend vers de la science-fiction, avec cette boule, avec cette sphère qui a surgi de l'océan. On tend vers plein de choses, et c'est jamais abouti, c'est plat, c'est long, ça traîne en longueur. Les dialogues, je les ai trouvés neuneux. Aucune crédibilité en fait dans ce roman. Je ne comprends pas pourquoi Chatham il s'est pas dit tiens je vais faire un roman de science-fiction, mais allez je vais à fond dans le roman de science-fiction. Là il a fait des petits bouts de plein de styles, de genres littéraires. En fait au final
ça donne un roman que je trouve assez superficiel, peu abouti, des personnages qui m'ont pas du tout marqué, qui paraissent pas crédibles. À un moment donné, il y a un gros méchant russe, mais alors c'est la caricature des gros méchants russes qu'on pouvait voir dans les films américains des années 80. C'est exactement ça, voilà. Donc, autant vous dire qu'il ne restera pas dans ma bibliothèque celui-ci, parce que je lui ai trouvé vraiment aucun intérêt. Alors, je suis dure, je suis désolée, mais je préfère vous mettre quand même au courant et vous dire que c'est quand même pas le Chatham du siècle. Autant l'an dernier j'avais adoré son thriller, que je vois La Constance du Prédateur, que j'avais adoré, surkiffé, qu'on est dans du thriller efficace, noir, sombre, ça, il y avait du rythme, les personnages étaient intéressants, l'intrigue était vraiment bien ficelée. Autant là, vous pouvez vous en passer. Donc je vais passer cette fois-ci au roman que j'ai beaucoup aimé. Je vais commencer avec un roman de fantasy. Il s'agit du premier tome d'une trilogie, donc c'est La Cité de Jade de Fondali, c'est aux éditions de Saxius. Une petite pavasse qui fait, on est sur du 630 pages, voilà, rien que ça. J'ai adoré ce roman de fantasy qui était un service presse que j'ai eu, je crois que je l'ai eu fin août, début septembre, vous voyez, c'est seulement maintenant que je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. Alors, si vous n'êtes pas non plus adepte de la fantasy, que c'est pas vraiment votre truc, vous pouvez quand même vous lancer dans ce roman parce que la fantasy, elle est très légère. Donc nous sommes en fait dans une cité qui s'appelle Janlun, qui m'a fait penser un petit peu à Hong Kong ou à Taïwan. On est dans ce milieu asiatique entre Japon et Chine, on ne sait pas vraiment où on est. Et vous avez dans cette ville deux factions qui se disputent cette ville, donc deux mafias en fait. Le clan des cimes que l'on va suivre est le clan de la montagne. Je crois que c'est le clan de la montagne ou le clan sur la montagne. Voilà. Et en fait, ces personnages-là, donc on est vraiment dans un clan mafieux, dans un système mafieux, où ils protègent les commerçants, où ils perçoivent des loyers, moyennant leur protection, se disputent cette ville, qui aura le plus de territoire, qui aura le plus de poids, le plus de pouvoir. Et en fait, le système de magie, de fantaisie, il repose sur une pierre, le jade, qui est une pierre qui permet aux personnages qui ont cette capacité à ressentir cette pierre et avoir leur capacité physique décuplée. Donc par exemple, ils vont courir plus vite, ils vont résister plus fortement à un impact, voilà. Et en fait, le système de fantaisie ne repose que là-dessus, donc c'est assez minime. En fait, c'est un roman, surtout un roman familial, où on va suivre donc dans le clan des cimes le frère, donc une fratrie, donc Lan, qui est celui qu'on appelle le pilier, donc le chef, donc il a une trentaine d'années. Ensuite vous avez son frère cadet Hilo qui lui est son point, donc c'est celui qui organise un peu les rondes, enfin voilà, il est le point, on voit bien ce que ça peut donner comme statut dans cette mafia. C'est un peu le côté violence. Là, lui, il est plus posé, il essaie de trouver des compromis. Et vous avez la sœur qui s'appelle Shae, qui elle a tout plaqué, est partie dans une autre ville, dans un autre pays, parce qu'elle n'avait pas envie de reproduire, d'entrer dans cette mafia, et elle se dit qu'elle peut avoir un autre avenir. Voilà, donc en fait on va suivre vraiment les relations entre les frères et sœurs, comment ça se passe dans cette mafia. Il va y avoir un trafic de jade. C'était vraiment très intéressant. Parfois vous avez l'impression d'être un peu dans un épisode, dans un film Le Parrain en fait de Coppola. Vous êtes un peu dans cette ambiance là que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment un bouquin qui est centré sur les relations et l'héritage familial que l'on a de ses parents, de ses grands-parents, avec des personnages qui sont assez opposés. Avec Lan qui lui est plutôt dans le compromis, dans la douceur, Hilo qui lui veut toujours régler ses comptes par la violence, Shae qui tourne le dos à sa famille, qui tourne le dos à cet héritage. Comment est-ce qu'on compose avec cet héritage? Les personnages sont hyper bien travaillés, très denses. C'est un roman qui est long, l'autrice, elle prend vraiment son temps pour poser son univers, pour poser la psychologie des personnages. Donc c'est vraiment un roman, il se passe beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup d'actions, c'est très rythmé, mais elle prend vraiment le temps d'installer toute cette mafia, tout ce système de mafia, tous ces personnages-là,
Et en fait c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était de la très bonne fantaisie. C'est pas du tout young adult, c'est pas on saute du coq à l'âne, les personnages sont très fouillés et j'ai vraiment aimé ce système qui est mis en place avec quelque chose qui se passe à peu près la moitié du bouquin qui remet tout en question. Et j'ai trouvé que c'était très bien vu de la part de l'autrice. Donc je lirai la suite, c'est une trilogie, je lirai la suite avec plaisir. Mais voilà, dites-vous que si vous vous lancez dans ce roman, vous êtes plutôt sur un roman familial avec de la fantaisie assez soft. Et un roman qui prend son temps. C'est très intéressant, mais ça prend son temps, ça part pas dans tous les sens, ça mitraille pas dans tous les sens. Faut pas vous attendre à une fantaisie qui bouge. Ça bouge, mais ça prend son temps. Voilà. Donc pour moi, c'est un excellent roman de fantaisie. Je reviens sur du contemporain. Cette fois-ci, j'ai lu ce livre avec Valérie pendant les vacances d'octobre. Je crois que c'était ma dernière lecture d'octobre. Nous avons lu Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. J'ai l'édition 10-18. J'avais gagné ce livre suite à un concours sur Insta. Donc je remercie Cassandre qui, si elle passe par là. Très heureuse d'avoir lu ce Joyce Maynard. Donc dans le précédent point lecture, je vous avais présenté le dernier Joyce Maynard. C'était Là où vivait... Non, pas du tout. Voilà. L'Hôtel des oiseaux. Là, on est dans un roman qui est un peu différent, que j'ai beaucoup aimé. L'histoire commence avec Eleanor, elle a 16 ans, elle est dans une famille complètement dysfonctionnelle, des parents, alors on est dans les années 70, des parents qui l'ont eu mais qui sont très bohèmes, qui s'occupent pas du tout de leur fille, elle est dans un internat, eux ils vivent leur vie de parents et leur fille voilà c'est un peu une étrangère pour eux. Et en fait ils vont mourir dans un accident de voiture et Eleanor va se retrouver toute seule à 16 ans pour se gérer. Donc on l'a su au début alors qu'elle a 16 ans qu'elle devient orpheline. Elle est très douée pour le dessin et elle va se mettre à faire des albums pour enfants, des livres illustrés qui vont lui rapporter pas mal d'argent. Et à 19 ans, elle va décider d'acheter une maison. Alors je sais plus dans quel état des États-Unis, dans le New Hampshire. Non, Hampshire on dit. Bon, bref, j'en sais rien, je me rappelle plus comment on prononce ça. Désolée s'il y a des profs d'anglais qui passent par là. Elle va s'acheter une maison de campagne, une grosse ferme qu'elle va retaper de A à Z. Elle va tomber amoureuse de Cameron et elle va faire sa vie avec lui et elle va avoir 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et en fait on va suivre Eleanor toute sa vie, depuis ses 16 ans jusqu'à ses 60 ans. Donc c'est un roman sur la famille, c'est un roman où il va pas se passer des choses complètement incroyables. On suit cette famille d'Américains moyens qui n'ont pas beaucoup d'argent, dans cette ferme qui est vraiment la maison du bonheur et on va suivre Eleanor dans sa vie de femme qui devient une jeune fille, puis qui devient une jeune femme, puis qui devient une épouse, puis qui devient une mère. C'est vraiment un roman sur les relations au sein d'un couple, quand on a des enfants, quand on est amoureux au départ, la passion, puis quand les enfants arrivent, et puis quand on a des tracas sur comment payer les factures, sur les enfants, c'est un roman sur la résilience. J'ai beaucoup aimé parce qu'on est vraiment... Joyce Maynard, elle nous plonge au cœur de l'intimité de cette famille où on va vraiment vivre leurs drames, leurs espoirs, leurs joies tout au long de la vie d'Eleanor. Il va se passer quelque chose à un moment donné. Alors on vous dit qu'il y a un drame qui survient dans la 4e de couverture jusqu'au jour où survient un terrible accident. Le terrible accident, il arrive aux 3/4 du bouquin. Voilà, donc n'attendez pas, ne lisez pas ce bouquin qui en fait quand même fait comme 590 pages en vous disant il va se passer un truc de ouf. Non, ça arrive très tardivement et ça concerne la vie de la famille. Ça arrive très tardivement dans le bouquin et avant ça il se passe plein de choses. C'est vraiment, elle nous plonge vraiment dans les sentiments des personnages et j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si ce personnage d'Eleanor, il y a de temps en temps j'avais envie de la prendre et de la secouer en lui disant bouge-toi, ouvre les yeux et arrête de te sacrifier pour les autres. Voilà, les premiers chapitres, attention, je préfère prévenir, sont assez difficiles parce qu'on y parle de viol. C'est d'ailleurs assez bien écrit, je trouve. On tombe pas du tout dans le pathos. Et c'est aussi de cette histoire, de cette horreur initiale que Eleanor va se construire en tant que femme. Et c'est aussi très intéressant de suivre tout son parcours de femme après ce qu'elle a pu vivre alors qu'elle était enfant.
Voilà, donc je vous le conseille, c'est vraiment un très bon bouquin, mais un roman sur une fresque familiale. Et enfin, je termine sur la fantaisie, encore une fois, chez De Saxus, avec vraiment un énorme coup de cœur. C'est la lecture commune que j'avais organisée au mois de novembre, donc on l'a commencé le 1er novembre, et j'ai adoré ce livre. C'est Monstres ordinaires de J.M. Miro. Donc chez De Saxus, moi je m'étais pris le livre en hardback parce que je l'avais trouvé vraiment magnifique. À savoir que ça va être, voilà, à savoir que ça va être le premier tome d'une trilogie, mais que le deuxième tome n'est toujours pas écrit, ou il est en cours d'écriture. Donc autant vous dire que le temps qu'il soit écrit, publié en anglais, puis qu'il soit traduit en français, publié, je pense qu'on a le temps de voir venir les choses. Je vous conseille quand même ce livre qui pour moi est vraiment très très bien écrit. Encore une fois, on est dans de la pavasse puisqu'on est sur du 700 pages je crois. Ouais, on est sur du 700 pages. Nous sommes à Londres en 1882. On va suivre une jeune fille qui s'enfuit et qui va monter à bord d'un train de marchandises et qui va y découvrir un petit bébé qui a l'étrange capacité à briller d'une lueur bleue. Elle va le recueillir. Et puis elle va se réfugier à Londres et puis elle va vivre de petits boulots pour essayer d'élever cet enfant qui n'est pas le sien. Ça c'est le début du livre où on nous présente un des personnages qui aura donc un rôle essentiel, ce petit garçon qui aura un rôle essentiel que j'ai adoré dans le bouquin. Ensuite, nous sommes toujours en 1882, mais nous sommes aux États-Unis où on va suivre deux détectives privés, donc Alice Quick, une jeune femme, et Frank Colton, qui sont associés, qui sont engagés par un étrange institut, l'institut Cairndale en Écosse, et ils sont chargés de sillonner le monde entier pour retrouver des enfants qui ont des capacités étranges. Par exemple, là ils sont aux États-Unis pour chercher un jeune noir américain, un jeune métis, qui aurait la capacité de guérir, de ne jamais pouvoir être blessé, de ne pas pouvoir mourir du coup. Mais ils vont traquer, ils vont rechercher d'autres personnes, d'autres enfants en tout cas. Ça c'est le début du roman, on est plongé au cœur de Londres, on est plongé aux États-Unis, on est plongé avec ces personnages, on est plongé avec Margaret Harrogate je crois, qui elle recueille ensuite ces jeunes enfants et qui va les convoyer jusqu'à l'Institut Cairndale en Écosse. Ça c'est la première moitié du roman où on est vraiment une grosse mise en place de l'univers dans un monde très sombre, poisseux, glauque. C'est pas un Londres très beau qu'on nous montre, c'est vraiment le Londres des ruelles, il fait froid, c'est sordide, il y a des coupes jarrets à tous les coins de rue, des prostituées, etc. Et puis il y a ces enfants que l'on cherche à exploiter le plus souvent. On ne sait pas vraiment au début pourquoi l'Institut Cairndale veut les rapatrier au même endroit. Et puis on va apprendre qu'il y a un certain personnage qui s'appelle Jacob Marber, je crois son nom, qui lui aussi recherche ses enfants. Et ce Jacob, lui, serait plutôt du côté obscur de la force. Voilà. L'Institut Cairndale, dont on nous parle dans la 4e de couverture, arrive tardivement, arrive à la moitié du roman. Donc ne vous dites pas en entamant ce roman, chouette, je vais être dans l'institut avec les enfants, je vais apprendre tout d'eux. Non, ça vient très tardivement dans le roman. Ça arrive à la moitié, il y a une très très grosse mise en place. C'est pas du tout de la littérature young adult, ça s'adresse plutôt aux enfants, aux adultes, parce que c'est assez violent. Comme je vous l'ai dit, c'est très noir. On est vraiment du côté de la noirceur de l'âme humaine. On est avec ces pauvres enfants qui vont subir des tas de choses horribles parce qu'ils ne sont pas compris, ils sont vus comme différents, ils sont vus comme des monstres, voilà. Et puis ensuite on va pénétrer en effet dans l'institut que j'ai trouvé, c'est un endroit que j'ai trouvé super. Et puis il va se passer plein de choses dans ce roman que je ne vous dévoilerai pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous le lisiez. C'était très bien écrit, ça prend son temps, ça pose, c'est un peu comme La Cité de Jade, ça pose vraiment son univers, ça pose ses personnages. Les personnages sont psychologiquement très denses, il se passe beaucoup de choses. On a des flashbacks qui nous en apprennent plus sur les personnages, que ce soit Alice, que ce soit Jacob Marber, que ce soit les enfants qui sont recueillis au sein de l'institut. Voilà, en fait les choses se mettent en place les unes après les autres, petit à petit. Le mystère s'épaissit aussi. Il va être question d'une espèce de monde parallèle, je ne vous en dis pas plus.
C'était vraiment de l'excellente fantaisie. Et vous refermez le bouquin, alors vous avez des questions hein, auxquelles l'auteur a répondu, mais vous avez énormément de questions qui restent en suspens. Il y a des réponses, il y a des questions qui restent en suspens. C'était vraiment très très bon. Je vous le conseille, voilà, si vous avez envie de bonne fantaisie, allez-y. Vous pouvez vous le faire offrir à Noël parce qu'on est sur comme du 26,90 € pour le hardback. Le brochet doit coûter un petit peu moins cher, mais c'était vraiment excellent et c'est un roman que je garde bien entendu dans ma bibliothèque et j'attends la suite avec grande impatience. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés par rapport à moi. Je pense aux 2 premières lectures que je vous ai présentées, ou si il y a des bouquins que je vous ai présentés et que vous n'avez pas aimés. Voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ça. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, c'est là que j'organise les lectures communes. Je vous annonce déjà que la lecture commune du mois de décembre, ce sera, je le vois, il est en face de moi, L'Empire du Vampire de J. Christophe. C'est également chez Le Saxus, donc si vous voulez vous joindre à nous pour la lecture commune, ce sera avec grand plaisir, bien sûr. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite de faire de très belles découvertes livresques. Profitez bien de vos lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!